Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier présentent Kemal Atatürk, père fondateur de la Turquie d'Alexandre Jevakov, lu par Hervé Lavigne. Première partie, le rebelle. Chapitre 1. Le temps des frustrations. Saïd Bey est entré suavement dans le siècle. De quoi peut-il se plaindre? Fils d'un ministre du trésor particulier du sultan, Saïd Bey vient de recevoir un véritable bâton de maréchal en étant promu au premier rang de la hiérarchie des fonctionnaires. L'État est le principal pilier de l'Empire ottoman. Les fonctionnaires, des privilégiés, et les plus hauts fonctionnaires, l'élite de l'élite. Saïd Bey travaille quelques heures par semaine au Conseil supérieur de la santé, créé en 1838 par le sultan Mahmoud II pour renforcer la lutte contre les épidémies. Dans l'histoire ottomane, Mahmoud reste comme le premier grand réformateur. Quand il arrive au pouvoir, en 1808, l'Empire entre dans son deuxième siècle de déclin. La puissance du sultan Süleyman, c'est-à-dire Soliman le Magnifique, a cédé sous les coups conjugués des États européens et des blocages de la société ottomane. Mahmoud avait décidé de réagir, empruntant à l'Occident les techniques qui semblaient tant manquer à son empire. Les janissaires en perdirent la vie, remplacés par une armée moderne à l'européenne. Le sultan quitta le vieux palais de Topkapi pour s'installer sur le Bosphore, dans le palais de Dolmabahçe. Ni grec, ni romain, ni gothique, ni renaissance, ni sarrasin, ni arabe, ni turc, et qui se rapproche de ce genre que les Espagnols nomment plateresco, meublé à l'européenne. L'organisation de l'État a été bouleversée et rationalisée. De nouveaux fonctionnaires apparaissent, formés dans des écoles dignes de l'Europe, parlant les langues étrangères, envoyés dans des ambassades pour se familiariser avec les pays étrangers, recevant des salaires à la place des traditionnels honoraires. Saïd Bey est un enfant des réformes du sultan Mahmoud. Si l'on en croit sa carte de visite et ses revenus, il enseigne le français commercial à l'école de commerce ainsi que la composition turque et l'art de la traduction au lycée impérial de Galatasaray. Saïd Bey connaît bien le lycée fondé à l'initiative de Napoléon III. Comme toute l'élite ottomane, Saïd a fait ses études secondaires dans cet établissement francophone. Toutes ses activités ne l'occupant pas plus de 20 heures par semaine, Saïd a encore le loisir de travailler au palais. Là, il traduit en turc des romans policiers pour le sultan Abdülhamit II. Pour Abdülhamit, les romans policiers sont des lectures professionnelles. En 1878, 2 ans après son accession sur le trône, il a renvoyé le Parlement et annulé la Constitution dont le texte continue d'être soigneusement publié dans l'almanach impérial. L'homme n'est pas obscurantiste. Son règne sera marqué par de très nombreuses réformes modernistes, mais tout ce qui gêne l'autorité impériale lui est insupportable. Comment l'ombre d'Allah sur terre aurait-elle pu accepter en février 1878, alors que les Russes, toujours désireux de conquérir Constantinople, menacent la capitale, qu'un député, simple boulanger de surcroît, lui réponde « Vous nous avez demandé notre opinion trop tard. Vous auriez dû nous consulter quand il était encore possible d'éviter le désastre. La Chambre décline toute responsabilité pour une situation qui ne la concerne en rien. » Sécuritaire jusqu'à la névrose, il a transformé son empire en un gigantesque réseau d'informateurs. Le sultan défend son trône contre tous ses ennemis. Les puissances européennes
les constitutionnalistes et les nationalistes. Les droits nationaux, voilà une idée qu'Abdülhamit, comme ses prédécesseurs, ne peut comprendre. Dans leur empire, les sultans n'ont jamais privilégié une seule nation, y compris la nation turque. L'empire se veut une communauté multinationale. Et on peut réussir en servant l'État aux plus hautes fonctions, en étant albanais, roum, c'est-à-dire grec de l'Empire, arménien, arabe, tcherkesse, circassien, kurde. 42 des 47 grands vizirs, entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIIe siècle, sont d'origine chrétienne, formés par le Devshirme. Paradoxalement, les Turcs, c'est-à-dire les Anatoliens, sont considérés comme une populace méprisable. Appelé turc un Osmanli, ottoman, note le français Joannin en 1840, c'est lui adresser une grossière injure. Pourtant, c'est au cri sans cesse répété des droits nationaux que la Grèce, la Bosnie-Herzégovine, la Roumanie, la Bulgarie, Chypre ont été arrachés au pouvoir du sultan. Ce sont les mêmes droits nationaux qu'invoquent les États européens pour défendre les capitulations, les accords concédés par les Ottomans à l'époque fastueuse et qui permettent aux étrangers d'avoir leur poste, leurs juges et leurs privilèges fiscaux. Saïd Bey sert le sultan, comme son père a servi le prédécesseur d'Abdülhamit, sans état d'âme. Pour contrer les ambitions européennes et menacer la France, la Grande-Bretagne et la Russie, qui ont colonisé de nombreux musulmans, Abdülhamit se lance dans une politique panislamiste, en se souvenant du titre de calife, c'est-à-dire de chef de la communauté musulmane, récupéré par un de ses prédécesseurs en 1517, et décide de construire un chemin de fer reliant Istanbul au Hedjaz, jusqu'au lieu saint de l'islam. Saïd Bey contribue à ce projet pharaonique en versant quelques piastres. Le haut fonctionnaire ottoman fait ce qu'il faut, rien de plus. Saïd respecte les fêtes religieuses et ne travaille pas le vendredi sans hésiter à fréquenter le café-concert en ce jour dédié à Allah. Dans ses carnets, il note scrupuleusement ses consommations de raki, la boisson anisée que préfèrent les Turcs, en oubliant d'y mentionner ses visites à la mosquée. Comme beaucoup de membres de l'élite ottomane, Saïd mène une vie curieuse, pleine d'apparentes contradictions. Il sert un État de mieux en mieux organisé dans un empire en déclin. Il est sujet d'un sultan dont le pouvoir, au moins théorique, s'étend encore jusqu'en Tripolitaine, au Koweït et à l'Albanie. De cet univers impérial, il ne connaît qu'Istanbul. Son monde se limite à un microcosme allant du palais impérial de Yildiz, qui surplombe le Bosphore, à sa maison, à Aksaray, dans un des quartiers élégants de Stamboul, en passant par le lycée de Galatasaray, installé dans la rue de Pera. L'été qui, pour lui, commence début avril, pour s'achever 6 mois plus tard, il ne quitte pas son monde. Saïd loue un yali, une de ces élégantes maisons de bois qui font le charme du Bosphore. Parfois, il abandonne la rivière glorieuse, comme les premiers Turcs appelaient le Bosphore, pour les trésors de la mer de Marmara, comme la crique de Calamiche, ou les 4 perles connues sous le nom d'île des Princes. Pourquoi Saïd Bey s'éloignerait-il de la capitale? Pourquoi même se préoccuperait-il de ce qui se passe en Anatolie ou plus loin encore? Saïd Bey apprécie les raffinements européens. Parlant et lisant couramment le français, fréquentant les théâtres italiens et français de Beyoğlu, pratiquant les réceptions diplomatiques, achetant un piano pour sa fille aînée et abonnant sa femme au journal français Ouvrage de Dames. Ce qui ne l'empêche pas de demeurer profondément ottoman. Un concert de musique arabe, un spectacle de Karagöz,
la marionnette turque beaucoup plus licencieuse que ses camarades françaises, des heures tranquillement passées entre hommes à fumer le narguilé et à boire du thé. Saïd Bey est attaché au mode de vie traditionnel du bourgeois stambouliote ottoman. Paraître européen en restant ottoman, tel est le vœu et même le bonheur de Saïd Bey, comme de tous ceux, nombreux, qui lui ressemblent.